Oh, bonjour, mesdames et messieurs. Allez, on est parti pour une nouvelle fournée du menu crowdfunding, numéro 4 déjà. Alors, je commence toujours sur la page de la chaîne, juste pour voir un peu l'évolution chaque semaine. On a encore gagné quelques abonnés, 26 déjà. Hein. Bon, on commence à augmenter petit à petit. Et puis, surtout, le numéro 3 a fait 110 vues, donc encore 30 de plus que la semaine précédente. Donc, est-ce que j'oserais imaginer un petit 150, 200 pour ce quatrième numéro? On verra. Ce sera peut-être pas le meilleur des 4 pour une raison simple, c'est qu'il y a une petite urgence dans la belle famille qui fait que j'ai pas eu tellement le temps de préparer et que je dois en plus, pour une fois, forcé par le temps, hein, faire quelque chose de plus court. Donc peut-être que pour une fois, je vais réussir à faire plus court, par nécessité, hein, nécessité fait loi, comme on dit. Donc on est parti pour une vidéo, espérons-le, un petit poil plus court avec, bon, du coup, un petit peu de jeux bâclés, enfin de pas de jeux bâclés, mais de commentaires bâclés sur certains jeux pour lesquels j'ai pas eu le temps de rentrer vraiment dans les détails, autant que je l'aurais voulu. Allez, on commence avec un premier projet que je n'avais pas, dont je n'avais pas parlé la semaine dernière en fait. Je n'avais pas repéré. En fait, je l'avais repéré avant le début de la campagne, puis je l'avais oublié. Il était un petit peu passé aux oubliettes de ma mémoire, qui est de plus en plus une passoire. Et donc le voilà à 4 jours de la fin. Il s'agit de la Blue Collection de chez Little Rocket Games, qui, malgré ce que le nom laisse entendre, est une compagnie italienne. Alors, c'est une collection de 3 plus 1 en fait, hein, c'est 4 petits jeux, même si le quatrième n'apparaît pas en fait ici sur la couverture de base. 4 petits jeux, comme vous pouvez le voir, basés sur du 8 bits, 16 bits, 32 bits, enfin bref, du jeu vidéo à l'ancienne. Alors, Blue Collection est donc composé de 3 petits jeux. Le premier, donc, Insert Coin to Play. Le second sera Cyber Doom Tower. Et le troisième, One Card Dungeon. Et le plus 1 qui est donc Kickstarter exclusif, qui est Short Circuit. Voilà donc pour les 4 jeux qui composent cette campagne. Insert Coin, on va aller voir un petit peu, voilà, chacun leur tour. Insert Coin ici que vous voyez est un jeu de bingo en fait, hein, où il va falloir construire des lignes et des colonnes en flip and write apparemment, si j'ai bien compris. Cyber Doom Tower, ensuite, il s'agit comment dirais-je, d'un solo ou coop avec déplacement sur grille et placement de dés pour remplacer les ouvriers, entre guillemets. Enfin, les valeurs des dés influeront sur les résultats que vous serez amené à avoir, obtenir. Ensuite, One Card Dungeon, bah, c'est bien évidemment du dungeon crawl, un dungeon crawler, avec là encore du placement de dés et un solo, hein. C'est un solo, un joueur uniquement pour 15 à 60 minutes. Et puis, bah, ma foi, le quatrième jeu bonus, donc Short Circuit, bah, il y a assez peu d'informations à son sujet. Donc pour l'instant, je ne saurais pas trop quoi vous dire à ce propos. Par contre, petit point intéressant pour ceux qui apprécieraient le concept de ces petits jeux, qui plus est pas très cher, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est qu'ils feront l'objet d'une version française. Alors, encore une fois, bien sûr, si je la trouve, si je la cherche, je ne vais pas la trouver, bien entendu, mais je l'ai noté, hein, c'est une VF assurée par Matago. Donc, vous pouvez y aller avec une certaine confiance, hein, ce sera du boulot bien fait normalement. Bon, il y a toujours le petit risque de petites coquilles par-ci par-là, mais bon, ça c'est indépendant des divers éditeurs. Voilà, la version française par Matago, vous le voyez ici. Le all-in est plutôt abordable si l'on veut. Où était-il déjà? Là, on est sur les stretch goals. Bref, bon, passons directement sur la colonne droite. On verra le all-in tout aussi bien. Voilà, le all-in est à 40 € pour avoir donc les 4 jeux, mais également les dés customisés qui sont apparus dans la campagne, dans les SG, voilà, ici en add-on pour 8 €, mais si vous prenez le all-in, vous les aurez d'office pour le jeu One Card Dungeon. Vous aurez également pour le all-in un playmat, qui est celui-ci, hein, pour le jeu Cyber Doom Tower. Et vous aurez aussi donc, le game sheet, donc le pad, le score pad dédié à Insert Coin to Play. Par contre, vous n'aurez pas le t-shirt, mais bon, ça, après, on s'en fout un petit peu.
Voilà, donc pour 40 €, 4 petits jeux, des dés customisés, un petit playmat, c'est relativement abordable. Après, ça paraît d'être des jeux fous, mais ceci dit, ils ont fait l'objet de plusieurs petits prix, heu, par le passé, avant leur, comment dirais-je? Leur sortie physique, si je puis dire. Donc ça a l'air de quand même du bon boulot, pour les gens qui apprécient le 8 bits, 16 bits et cetera, pour, se baigner un petit peu dans cette ambiance, rétro, rétro gaming. Ça pourrait plaire à plus d'une personne, je pense. Et ensuite, pour les, frais de port, laissez-moi vous les retrouver, voilà, les voici. Les frais de port, pour la zone Europe avec la France et la Belgique, c'est à 13 € pour 1 à 3 jeux. Si vous en prenez 4, j'imagine que ce sera 14, à moins que ce soit compris comme étant 3 plus 1 parce que le quatrième est en bonus, je ne sais pas trop bien. Mais bon, 13-14 € quoi qu'il en soit. Donc pas spécialement, très, très, onéreux non plus. J'ai pas vu le Canada. Ah si, c'était ici, 20 €, un petit poil plus cher, mais bon, ça reste encore à peu près abordable. Voilà pour, Blue Collection. Ensuite, on rentre, brièvement sur les projets dont j'ai déjà parlé, les semaines précédentes. Blue Collection, je l'ai passé en premier parce qu'il restait assez peu de temps à la campagne, mais là, on va faire une petite, revue des jeux qu'on a déjà suivis. Paperback Adventures, donc je vous invite à regarder les précédentes vidéos, en tout cas ce petit passage concernant, Paperback Adventures, à propos dans lesquels j'entrerai plus en détail que je ne le ferai aujourd'hui, puisqu'on en a déjà parlé. Alors, Paperback Adventures, il reste 4 jours. Ils étaient la semaine dernière à 3940 contributeurs. Ils sont maintenant à 4220. Donc, encore une belle petite progression. Je pense que ça va atteindre certainement 4800, 5000, 4800 ou 5000 contributeurs d'ici la fin de la campagne pour ce petit jeu donc très original de lettres euh, et de deck building. Concept très très sympa, mais qui nécessite une bonne maîtrise de l'anglais, donc soyez-en avertis. Soundbox, j'en avais parlé également, un petit jeu d'ambiance de chez Horrible Guild par les auteurs du Dilemme du Roi. Et oui, surprise, surprise. Jeu d'ambiance qui bon, marche pas des masses, hein. La semaine dernière, ils avaient déjà perdu 6 contributeurs en passant de 436 à 430. Ils sont maintenant à 418, donc c'est pas foufou, hein. Ça marche pas du tonnerre de Dieu, comme on pourrait dire. Et bah, visiblement, ils sont dans l'optique d'aller jusqu'au bout de la campagne malgré tout. Ils n'ont pas l'air de vouloir annuler malgré un résultat que j'imagine être décevant pour eux également. En même temps, est-ce qu'un jeu d'ambiance, dans la période dans laquelle on se trouve actuellement, pourrait faire tellement mieux? Là, on a une pelletée de campagnes, donc bon, peut-être que ça vient aussi en partie de là. Mais bon, je n'étais vraiment, vraiment pas convaincu par le principe, par le concept du jeu, même si c'est un jeu d'ambiance et qu'à la base, c'est déjà pas tellement pour moi. Bref. On passe à Real Life. Real Life, petit jeu hein, qui était à 135 la semaine dernière, ils sont à 155 contributeurs. Bon, c'est financé, ça n'ira pas très très loin pour ce premier projet de Stephen Coe, une sorte de jeu de destin, le jeu de la vie, mais en version un peu dark, en abordant des thèmes un petit peu sombres et de l'humour noir. Bon. On passe ensuite à Mosaïque, le gros morceau d'il y a 2 semaines. Mosaïque qui continue sa très très belle campagne. Ils étaient à 4800 environ la semaine dernière. Ils sont déjà à 5440 presque, à 5 jours de la fin. Bon, là encore, on devrait taper les 6500, je pense, assez facilement pour ce jeu de civilisation relativement court, souvent comparé aussi un petit peu à Terraforming Mars. J'aimerais beaucoup, beaucoup l'essayer. Je ne contribuerai pas cette fois, mais j'aimerais bien à terme pouvoir l'essayer. Ensuite, Path of Light and Shadow pour l'extension Solstice. L'extension Solstice, où est-ce que je l'avais écrit? Je me suis un peu paumé dans mes notes, mais je crois qu'ils étaient à plus ou moins 900-950 comme ça contributeurs. Ils sont maintenant à 1120 à 7 jours de la fin de la campagne. Un jeu de heroic fantasy, entre guillemets, de conquête de territoire, etc. Pour Stronghold Games, donc une compagnie quand même relativement bien connue des gens sur Kickstarter, notamment par le biais de, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais j'ai envie de dire Terraforming Mars. Ne disons pas de bêtises. Tiens, Internet qui lag un peu. Oui, c'est ça bien. C'est Terraforming Mars, Ares Expedition, entre autres, mais Turmoil aussi, la Big Box, etc. Voilà.
Bon, après, il faut bien évidemment le jeu de base pour y jouer, mais vous pouvez aussi acquérir le jeu de base pendant cette campagne pour un prix relativement élevé. J'en avais parlé la semaine dernière, je me souviens. Regardons rapidement. Voilà, si vous preniez le jeu de base plus l'extension, bon, 110 dollars. Bon, c'est pas donné. D'autant qu'il me semble que dans le jeu, il n'y a pas spécialement de miniatures qui viennent, enfin, un matériel en fait qui vienne justifier un prix aussi élevé. Non, c'est que des cartes et des jetons, quelques petits dés assez classiques. Bon, c'est un petit peu chéro et de toute façon, pour l'instant, ce n'est disponible qu'en anglais. On passe ensuite à Lockup. Alors, Lockup, Breakout dans l'univers de Role Player, bien sûr, si vous vous en souvenez. Là encore, je me perds dans mes notes. Ouais, il doit être par ici. Voilà. Il était à 1513 contributeurs la semaine dernière. Il est à 1748, donc une belle petite progression. Il vous reste une semaine pour vous décider sur ce petit jeu où l'on va explorer un peu les catacombes de la prison dans laquelle se déroulait l'action de Lockup, premier du nom, parce qu'il s'agit encore une fois d'une extension. Attention, hein. Toutefois, si vous n'avez pas le jeu de base, vous pourrez également l'acquérir pendant cette campagne. On continue, hein, j'en ai déjà parlé. The Witcher, le gros morceau de la semaine dernière. Hein. Il reste une semaine de campagne. Ils étaient à 27 750 au moment où je tournais la semaine dernière. Ils ont fait un plus 6000 pour se retrouver à 33 690 contributeurs à l'heure actuelle. Jusqu'où vont-ils aller en termes de nombre de contributeurs? Je ne saurais pas trop, mais je pense que là, comme ils sont à 3 800 000 euros, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, moi je pense qu'on va aller gratter les 5 millions d'euros à terme, si on compte en plus la campagne parallèle en Pologne. Donc voilà, bon, ils ont encore débloqué, je fais un tout petit point rapidement parce que c'est quand même le gros jeu du moment. Qu'est-ce qu'ils ont débloqué récemment? Alors, je vous avais parlé notamment de voilà, une des trois sœurs maudites qu'on voyait dans le jeu Witcher 3. On a bien évidemment eu l'une des deux autres sœurs qui est apparue. La voici, voilà, Wispes, et on attend bien sûr la troisième qui va suivre très prochainement. Je crois qu'elle est déjà, voilà, elle est déjà là, mais pas encore débloquée. Et on a également une nouvelle extension avec les mages. Donc ici, par exemple, Philippa, une des célèbres mages du monde de The Witcher, qui fait son apparition. Donc on en verra certainement d'autres, peut-être Triss ou Yennefer, par exemple, qui sortiront très prochainement aussi, on l'imagine aisément, avec bien sûr les petits tokens qui vont avec pour les représenter. Donc tout se passe très très bien pour la campagne de The Witcher, même si moi je n'en serais pas, même si j'aimerais beaucoup le tester, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu léger malgré tout ce que les extensions seront amenées à apporter en termes de gameplay et de rejouabilité. Yep. A few moments later. Non, mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions là. Hein. J'étais coupé par ma femme, venue me demander quelque chose. Quoi. Non, mais pas travailler tranquillement dans cette baraque. J'aime ma femme. Allez, je faisais donc un tout petit point sur The Witcher, mais je pense qu'on avait fait à peu près le tour. Donc, on va continuer directement sur Adele. Petit projet espagnol qui m'avait bien tenté la semaine dernière. Ils étaient à 650 et c'était déjà un peu poussif en fait. Hein. Ils avaient fait un très très joli début de campagne qui s'était soldé par un recul progressif de l'évolution du nombre de contributeurs. Et ça se confirme sur cette semaine, hein, 719, donc une petite augmentation. Ça reste un joli résultat, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos. Pour une première campagne, c'est plutôt un beau score, mais bon, c'est encore un petit peu léger. C'est dommage parce que pour ce petit jeu un contre tous, hein, l'un qui va jouer une intelligence artificielle qui va essayer de tuer tous les cosmonautes représentés par les autres joueurs autour de la table. On pouvait espérer un petit peu mieux au vu de la première semaine, mais bon, c'est en train de subir un petit peu la concurrence énorme qu'il y a cette semaine avec le nombre de nouveaux projets qui déferlent à la volée comme ça. Mais bon, ça reste un bon résultat. Si vous vous y intéressez, hein, on a une jolie petite DA, on a une version anglaise, mais pas encore française en tout cas, mais c'est un jeu qui, comme vous le voyez, ne comporte quasiment aucun texte a priori.
Donc bon, même si vous n'êtes pas trop familier avec le vocabulaire anglais, une fois que les règles sont intégrées, c'est pas très compliqué. Voilà, donc un petit jeu assez sympa a priori quand même, Adèle. Ensuite, on passe à Buru, ce petit jeu qui se déroule en Indonésie au, si je me souviens bien, 14e siècle, mais je vais dire une bêtise. Non, j'ai pas dit de bêtises. Il s'agit bien du 14e siècle pour Buru, qui continue son petit bout de chemin. Je pense que de ce qu'on en voit dans la campagne, je pense qu'ils pouvaient certainement espérer un tout petit peu mieux. Ils étaient à 815 contributeurs la semaine dernière, ils sont à 860 aujourd'hui, à 10 jours de la fin de la campagne. C'est pas mal pour ce petit jeu, malgré tout, hein, puisque c'est un 5e projet de Crafty Games, qui n'est pas une compagnie spécialement très connue, très réputée. Donc pour ce petit jeu de draft, d'enchères, de placement d'ouvriers, qui a l'air quand même assez séduisant en termes de matériel, comme vous pouvez le voir, mais avec un prix d'entrée assez élevé, surtout si vous voulez le all-in gameplay, c'est quand même assez chéro. Voilà, pour Burrow. On passe ensuite à un nouveau jeu. Alors, on va entrecouper un peu la session de nouveaux puis d'anciens jeux, parce que tous ne commencent pas leur campagne avec le même nombre de jours. Ici, Final Fusion, bon, ça commence pas terrible, très honnêtement, pour Guindy, qui pourtant est une compagnie qui avait su attirer les foules via Enchanters, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'une version française par Mythic Games, qui avait fait de très jolis scores d'ailleurs. Et donc, ils arrivent avec leur nouveau projet qui s'appelle donc Final Fusion, qui pour l'instant bide un petit peu, hein, très honnêtement. La campagne a commencé il y a déjà 2-3 jours. Ils sont à 156 contributeurs, 9 000 € sur les 65 000 d'objectifs de base. Ça marche pas du tonnerre de Dieu pour ce jeu à 2 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes. Un deck building où on va chercher à dominer la galaxie. Bon, en soi, le thème n'a rien de très spécial. On a des petites miniatures assez sympas qu'on va faire, dont on va faire évoluer les personnages en ajoutant des petits cubes, etc., sur les emplacements prévus à cet effet. Donc effectivement, il y a pas mal de petites miniatures. Le jeu n'est pas spécialement très cher, mais visiblement, là encore, on souffre de la surreprésentation des campagnes, des nouvelles campagnes, et de Witcher qui pompe, qui draine un petit peu tous les backers aussi, je pense. Ça n'a pas l'air vilain en fait, hein, Final Fusion, très honnêtement. Mais bon, sans aller dans les gros détails, parce que j'ai pas fouillé suffisamment, c'est vrai que bah, là encore, on est sur un petit bid. Voilà, je cherche un petit peu quand même. J'avais bien des jolies petites mini, un prix pas excessif, des frais de port aussi relativement honnêtes, j'ai envie de dire. C'était pas si onéreux que ça pour l'Europe, ou 18 €. Bon, c'était pas. Alors donc pourquoi ces mini bids? Bah, déjà le seuil de financement qui est très élevé, hein, 65 000 $. Bon, c'est pas hyper élevé, mais ça donne l'impression en fait souvent on voit des campagnes qui mettent des chiffres d'objectifs relativement bas, même si en réalité ils visent beaucoup plus haut, simplement parce qu'il faut lancer la campagne, et quand on voit une barre justement comme celle-ci qui n'augmente pas ou très peu, bah, ça donne pas envie d'y aller tellement en fait. Ensuite, donc le trop plein de campagne à l'heure actuelle, et puis peut-être l'intérêt d'attendre le retail ou une version dans sa propre langue, puisque Enchanters avait fait l'objet de versions françaises notamment. Donc, je ne sais pas trop ce qui va pouvoir expliquer en plus de ça le relatif échec de ce début de campagne de Final Fusion. On verra bien. On retourne sur un jeu qu'on avait déjà aperçu la semaine précédente, Elfall Chronicles. Ils étaient à 519 contributeurs. Ils en sont maintenant à 506. Donc un petit recul pour ce jeu, avec une DA vraiment très agréable, avec des miniatures assez sympathiques aussi, mais très cher pour avoir l'entièreté du gameplay proposé par le jeu. 30 € certes pour une seule des 4 factions disponibles, mais dès lors qu'on veut choper tout le gameplay, ça tombe très rapidement sur du... laissez-moi retrouver ça. Ouais, 200 € ou un peu moins, je crois qu'il y avait aussi, pour voilà, 120 € pour un projet qui est mené par une compagnie qui lance son tout premier projet, hein. Bon, c'est un petit peu difficile de mettre toute sa confiance dans ce projet-là, d'autant qu'ils ont l'air de s'être plus focalisés sur les miniatures qui sont certes magnifiques que le jeu à proprement parler. Mais bon, ça reste intéressant a priori.
Ensuite, on continue avec Keystones, mon petit coup de cœur. Et là, vous voyez que j'ai été faible, mais bon, c'était prévisible, hein. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. J'ai contribué pour Keystone North America, qui était à 837 contributeurs. Ils sont à 943, donc petite augmentation de 100 personnes. Il reste presque 2 semaines. En temps normal, dans une période un peu moins bondée en nombre de campagnes, j'aurais dit que ça pouvait le taper peut-être 2000 pour un premier projet de Rose Gauntlet Entertainment. Mais là, la situation étant ce qu'elle est actuellement, 1500, ce serait déjà pas si mal. Il reste du temps, on verra. Un jeu qui a l'air très très agréable avec une direction artistique magnifique. Toutes les peintures réalisées pour chaque animal sont vraiment superbes. Donc pour ce petit jeu de draft, placement de tuiles, construction de tableaux, avec un joli solo qui vient avec un petit journal et des scénarios, des enveloppes secrètes, etc. Donc moi, ça m'a vraiment bien séduit. J'ai pris la version à 65 dollars pour avoir les playmats, enfin pas les playmats, les tableaux illustrés, même si j'ai un petit doute sur la lisibilité en partie. Et les playmats, enfin le playmat qui vient accueillir les ressources et les cartes de la rivière. Voilà, donc très joli petit projet. Je comprends modérément pourquoi il attire finalement si peu. Tout est relatif, hein, 1000 pour une première campagne, c'est pas si mal. Mais je pense qu'il y avait le potentiel pour aller taper les 2000-2500 dans une période un peu moins bondée peut-être. On continue avec Dukes of Nukes, The Nuclear Party Game. Ami du bon goût, c'est peut-être parmi nous. Pour un jeu sur la bombe nucléaire, sur l'arme nucléaire, devrais-je dire. Où on reconnaît bien sûr un petit peu les pastiches sur le leader nord-coréen, mais peut-être un petit peu aussi sur Poutine, entre autres. Bon, bref, c'est saupoudré de petits messages politiques rapidement. Bon, c'est un jeu d'ambiance hein, où on va essayer d'obtenir les codes nucléaires pour sortir vainqueur de la partie. Bon, rien de très fou. Ça a l'air marrant rapidement. Toutes les cartes ont l'air d'avoir des effets instantanés différents. Donc, de ce point de vue-là, ça a l'air assez marrant. Bon, par contre, il faut bien parler anglais, hein, mine de rien, puisqu'il n'y a pas de version française et que les cartes contiennent pas mal de texte. Voilà. Donc, ça a l'air assez sympa, assez marrant pour quelques parties, mais de là à baquer, ouais, bof, je m'attarde pas trop sur le prix. Enfin, ça vous regarderez un petit peu par vous-même si ça vous intéresse. C'est pas fou, mais bon, c'est sympa, vite fait. 163 contributeurs, il reste 2 semaines. J'en reparlerai peut-être un petit peu la semaine prochaine, rapidement. Space Kraken, désolé, j'avais dit que je me pencherais plus sur son cas la semaine dernière, et puis finalement, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Il continue malgré tout à faire une jolie campagne, avec une version française, ne l'oubliez pas, pour ce jeu contenu dans un livre uniquement, hein, vous n'avez pas d'autre matériel. Il faudra déplier le livre et les contenus qui s'y trouvent pour pouvoir y jouer. J'essaie de vous retrouver un exemple. Voilà. Vous allez ouvrir le livre, puis ensuite déplier certaines parties à l'intérieur, hein, ce qui s'y trouve, choisir vos personnages, les faire évoluer, trouver votre chemin à travers la galaxie, etc. Enfin bref, ce genre de choses-là. Je suis désolé, je ne me suis pas trop penché sur le sujet, même si j'avais dit que je le ferais. Il me semble que vous avez moyen de les tester. Ah non, j'ai dû confondre avec un autre jeu. Pas de version TTS ou tabletop, je ne sais quoi. Priori, non. Bon, il faudra regarder un petit peu par vous-même. Sachez tout de même que le jeu est disponible en français, donc si le thème vous intéresse, que vous aimez les dungeon crawlers et la science-fiction en même temps, il y a moyen que ça vous intéresse. Ensuite, Robot Quest, j'en avais parlé également la semaine dernière, puisqu'il s'agissait d'un nouveau jeu, une nouvelle campagne. Ils étaient à 2320 contributeurs, ils ont fait un plus 1000 en une semaine, très joli résultat pour Robert Doherty. On avait dit quand même que c'était entre autres les créateurs de Star Realms, donc en termes de deck building, ça se pose là, comme on dit. Donc, combat d'arène de petits robots mignons avec du deck building et des miniatures pré-peintes de apparemment super bonne qualité, avec aussi un all-in qui comprend 3 robots supplémentaires en plus des 4 déjà disponibles dans la version de base, un prix pas excessif et des frais de port, je crois, qui ne l'étaient pas plus. Allez, on va juste confirmer ça rapidement pour les frais de port. Euh,
Ouais, Europe 16,29. Bon, ça dépend de la version que vous prenez, j'imagine. Et puis peut-être que les prix sont pas encore totalement définis au poil de. Mhm. Et pour nous, ce sera 29,59. Par contre, c'est un peu plus outrancier. Mais bon, voilà, c'est un petit jeu qui a l'air de faire son petit bout de chemin, qui a l'air de bien séduire. Et c'est vrai que pour un jeu familial avec des enfants, même si là, bon, ça nécessite de parler anglais pendant la campagne, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Je conseillerais éventuellement, si vous voulez jouer en famille, peut-être d'attendre une version française. Ce sont quand même les créateurs de Star Realms, donc on est en droit de penser qu'il y aura à terme une version française disponible. On verra bien. On continue avec Paris l'Étoile, donc l'extension de Paris. 1326 la semaine dernière, 1458 cette semaine. Bon, c'est pas énorme comme augmentation. Ils avaient déjà fait une bonne première semaine, ceci dit, pour cette extension au jeu Paris sorti il y a déjà 2 ans, si je ne me trompe, avec un petit 7,4 sur BGG, ce qui est pas mal, sans être fou. C'est quand même 2 auteurs très bien connus du public également. Donc voilà, si vous voulez ajouter un petit peu de rejouabilité à votre jeu de base, faites-vous plaisir avec Paris. Nouveau jeu cette fois, avec Squaring Circleville, pas facile à prononcer, qui est apparemment une ville ayant existé aux États-Unis, où les habitants n'étaient pas très heureux de l'urbanisme de base de leur ville, qui était construite en cercle, en fait, un petit peu à la manière de notre rond-point de l'Étoile, justement, à Paris, et qui ont voulu donc rendre ça un peu plus carré, finalement. Et il s'agira justement, pour 1 à 4 joueurs, de rendre ça un petit peu plus carré. Voilà. Vous vous en doutez en m'écoutant, j'ai pas eu le temps de me pencher trop sur le jeu, mais le thème a l'air assez sympa, un petit peu influencé par l'histoire de cette ville américaine. Un thème assez unique, qui, ma foi, a l'air assez sympa. Voilà, j'en en dirai pas plus parce que je ne me suis pas trop penché dessus. Vous avez une petite description du jeu en solo également. Les frais de port, regardons juste par curiosité. Bon, le matériel n'est pas fou en revanche. Ok, pas de problème. Alors, le shipping. Allemagne, ok. Europe, alors Europe, 12 €. Ouais, ça par contre, c'est plutôt donné, entre guillemets. Combien coûte le jeu de base? 69 €, d'accord. 69 € et 12 € de frais de port. Ouais, c'est pas. Bon, le jeu est un peu cher pour le matériel qui semble présenter, par contre, mais du coup, ça contrebalance avec les frais de port qui sont, eux, plutôt généreux pour les contributeurs. Voilà, bon, c'est un thème assez sympa. Le matériel n'est pas fou, mais peut-être que le jeu est sympa. Je n'ai pas eu le temps de chercher plus que ça. Je me rends compte que j'ai trop mélangé aussi. En fait, j'ai mis par ordre croissant de jours restants, alors que j'aurais dû faire comme la semaine dernière, partir sur les jeux qu'on a déjà abordés, puis ensuite aborder les nouveaux jeux. Bon, je ferai ça la semaine prochaine, c'est pas très grave. Castlescape, on en avait parlé un petit peu aussi la semaine dernière. Ils étaient à 400 contributeurs, ils en sont maintenant à 500, presque pile, pour ce jeu de construction de châteaux à plusieurs, mais en compétitif pour un même château, pour satisfaire le roi du bled. Un petit jeu qui m'attire pas tellement, c'est un jeu de deck building avec un matériel pas fou, pas hyper attirant. Majorité contrôle de territoire également, mais bon, la DA et le matos m'attirent pas du tout en fait, hein, personnellement. Le prix, je crois que c'était relativement honnête, ouais, 55 pour le jeu de base plus les stretch goals. Bon, rien de très nouveau, c'est le soleil, de toute façon on en a déjà parlé. Donc vous pourrez aller voir la vidéo de la semaine dernière. Même chose pour Jungla, on en a déjà parlé la semaine dernière, 51 la semaine dernière, 48. C'était déjà un bid la semaine dernière, ça reste un bid cette semaine, malheureusement pour cette compagnie italienne pour qui c'est le premier projet. Et bon, il reste 2 semaines, mais je pense qu'on va finir sur une petite annulation dans les jours à venir si ça continue, parce que là, non seulement ça n'augmente pas, mais en plus ça commence à diminuer. Donc bon. Voilà pour Jungla. Reportez-vous à la vidéo de la semaine prochaine si vous voulez en savoir plus. Nouveau jeu. Nouveau jeu avec Dwarves Winter et l'extension The Lost Tribes. Alors Dwarves. Alors, Dwarves, c'est une série de jeux donc basée sur l'univers des nains, comme le titre le laisse entendre, qui a déjà plusieurs moutures, en fait. On a le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Et ici, donc, ils reviennent avec l'hiver encore une fois, plus une extension Lost Tribes.
Alors là, par contre, on a des masses de petites miniatures. C'est un jeu qui a été très très bien accueilli d'ailleurs par la communauté sur Board Game Geek. Enfin, les différentes versions du jeu, en tout cas, ont l'air d'avoir un plutôt bel accueil. On est sur un jeu de deck building, là encore, semi-coop. Donc coop, mais il y a un vainqueur quand même à la fin. De gestion de ressources. C'est une extension qui vient apporter un peu de asymétrie. Laissez-moi le temps que je vous retrouve ça. Vous voyez toutes les petites miniatures très très sympatoches. Alors, Lost Tribes, voilà, l'extension qui vient apporter donc des ogres, des dwarfs, des nains de cristal et des sans-mêlés qui viennent chacun, hein, ces trois nouvelles factions viennent apporter un petit peu d'asymétrie au jeu. Et moi, quand on vient apporter un petit peu d'asymétrie, je suis plutôt content. Ceci dit, j'ai pas le jeu de base et je compte pas en faire l'acquisition, mais pour les gens qui seraient intéressés ou qui ont déjà le jeu de base, euh, bon, la DA est mignonne. Le jeu a l'air relativement populaire auprès de ceux qui en ont fait l'acquisition par le passé. Donc moi, j'ai envie de dire, si le jeu vous tente, il a l'air d'être suffisamment populaire pour pouvoir de se jeter dessus sans faire trop attention. Ceci dit, bon, attention au portefeuille quand même. Euh, le Dwarfs Winter All-In est à 120, ce qui est quand même pas donné, même s'il inclut évidemment l'extension Lost Tribes, et également l'extension Legendary qui était l'objet d'une précédente campagne. Je ne passe pas trop de temps dessus. Je vais juste aller voir les frais de port pour vous. Alors le shipping, voilà. Shipping, on voit pas les prix. Est-ce que j'avais noté ça? Non, je ne l'avais pas noté. Par contre, attention, c'est pas disponible en VF dans la campagne. Ceci dit, si vous avez bien regardé, c'est totalement, comment dit-on en français? Language independent, donc totalement indépendant du langage que vous parlez. Il n'y a que des icônes. Ah bon, il faut bien entendu lire les règles et les comprendre, mais bon, si vous réussissez à choper un PDF par exemple en français, après, il n'y a pas de texte sur les cartes, donc ah, attendez, je vois un drapeau français ici, avec un petit bonjour, merci, Vesuvius Media de penser aux Français. Alors oui, d'accord, donc pas de texte, mais on trouvera des PDF, j'ai l'impression, ouais, notamment avec du français. Bon, bah, vous pourrez trouver les règles, pardon, vous pourrez trouver les règles en français, visiblement en PDF, donc bah, voilà, raison de plus pour se pencher sur ce jeu malheureusement, je vais dire n'importe quoi. Je n'enregistre pas le même jour que d'habitude, du fait de la petite urgence dont je vous ai parlé, et du coup, je suis un petit peu claqué après le boulot. Donc, je dis n'importe quoi. Je me trouve des excuses parce que déjà, d'habitude, je dis des trucs un peu bizarres parfois. Donc, par contre, j'ai pas trouvé, vous l'avez vu tout à l'heure, les frais de port. Les frais de port. Ah, bah, c'est ça, voilà. Les frais de port sont donc ici. Alors, j'ai eu le Japon à 24, US, UK, rest of you, d'accord. Europe, 16 à 18. Bon, c'est honnête. Bon, par contre, attention au prix du pledge en tant que tel. Il y a plusieurs niveaux de pledge, mais c'est pas donné, mais bon, il y a une masse de miniatures, donc voilà. Ensuite, petit arrêt du côté de Game on Tabletop pour la campagne version française de Maximum Apocalypse et son extension Wasted Wilds, qui vient de commencer il y a un jour, je crois, ou deux. Tout dépend du jour où vous regardez la vidéo de toute façon. 110 souscripteurs à l'heure actuelle, c'est pas un énorme démarrage. Peut-être qu'aussi pas mal de gens ont contribué à la version en anglais parce que ça leur pose pas de problème particulier. Donc pour cette extension d'un jeu très très populaire, là encore, hein, Rock Manor Games fait généralement du très très bon boulot, notamment en termes d'édition, de matériel. Pour ce jeu post-apocalyptique, hein, comme l'ADA le laisse penser, même le titre d'ailleurs, un maximum Apocalypse. Donc une extension qui vient rajouter un mode campagne, de la rejouabilité bien évidemment, des nouvelles miniatures. Je trouve la direction artistique vraiment très très sympa. Le matos a l'air vraiment très séduisant aussi. Bien sûr des game trays, donc là encore un atout supplémentaire pour le jeu. Là je vous laisserai de toute façon observer, lire un petit peu tout ça, parce que la VF est disponible et la campagne elle-même est en français, donc il n'y a pas vraiment besoin que je passe trop de temps là-dessus. Mais donc, allez y jeter un œil. Le jeu a de très très bons retours, y compris au sein de la communauté francophone. Donc,
allez-y, sur Game on Tabletop. Donc attention, pas sur Kickstarter. On continue avec King of Pitch pour les fans de football. N'attendez pas grand-chose peut-être de la campagne. Ils sont à 11 contributeurs. C'est très 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 léger pour King of the Pitch, ce petit jeu de football de 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. Bon, de toute façon, le projet n'est pas parti pour être financé. Ceci dit, bon, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez l'obtenir en plus d'un autre jeu qu'ils avaient déjà produit qui s'appelle Super Hero, qui lui-même, je crois, n'avait pas été financé. Je crois que c'est une compagnie qui jusque-là n'a pas vraiment eu beaucoup de succès dans ses différentes campagnes. Super Hero, The Card Game, financement non réussi. Trasteros Locos, Crazy Auctions, Cancel, ouais, donc enfin, alors 3 campagnes jusqu'à présent ont été laborieuses pour utiliser un euphémisme. Non, pour l'instant, ça m'a pas marché, mais bon, ils essayent quand même, hein. Donc bon, peut-être que King of the Pitch va mieux marcher. Le thème du football, généralement en jeu de société, attire pas tant que ça. Peut-être qu'il n'y a pas tellement de fans de foot parmi les fans de jeux de société. Moi, j'aime bien le foot, mais c'est vrai que ce jeu m'attire pas trop. Il n'y a pas tellement d'informations sur le jeu, sur le gameplay ou quoi que ce soit, ou peut-être à travers les vidéos, bien sûr, mais la campagne elle-même n'est pas super bien réalisée. Et en plus de ça, on a très récemment appris que Portal Games et donc Trevicek, l'auteur de Robinson Crusoe, s'apprête à faire une campagne sur un jeu de foot qui s'appellera donc Eleven. Donc c'est quand même vachement plus tentant, même si c'est pas du tout la même chose. Là, c'est des matchs de foot, alors que Eleven apparemment sera plus un jeu de gestion façon Football Manager pour ceux qui connaissent sur PC. On continue avec l'île des chats, donc The Isle of Cats. On en a déjà parlé la semaine dernière. Bah, encore une fois, grand succès pour l'île des chats, bien évidemment. Où avais-je mis l'île des chats dans mes notes la semaine dernière? L'île des chats, laissez-moi une petite seconde, je tiens à mes statistiques. 5600 contributeurs la semaine dernière, presque 7000, hein, 6857 actuellement. Il reste près de 3 semaines. On va aller chercher les 12 000, voire peut-être même les 15 000, parce que les derniers jours de campagne sont toujours, comment dirais-je, la dernière rampe de lancement qui vient apporter un max de contributeurs pour cette petite extension Kittens et Beasts. Donc en fait, 2 extensions en une. On en avait déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas aller chercher plus que ça. Non, même, je me rappelle qu'il y avait une masse d'informations et j'arriverai même pas à retrouver ce que je cherche, à savoir les stretch goals. Il y aura trop d'infos. Quoi qu'il en soit, vous avez bien sûr une VF à venir puisque le jeu avait été édité en français, donc l'extension sera certainement de la partie aussi pour le français. Si vous ne connaissez pas, c'est quand même un jeu hyper bien noté qui est à la porte du top 100 sur Board Game Geek, avec un jeu de draft, de placement de tuiles, etc., mission cachée. Je pense qu'il n'est pas vraiment utile de le présenter en long, en large et en travers. Si vous voulez, allez voir la vidéo de la semaine dernière, j'en parle un peu plus en détail. Nouveau jeu que je n'ai pas eu le temps de creuser plus que ça, de 1 à 4 joueurs. Il s'appelle Mechanical Beast, la bête mécanique, qui a déjà gagné apparemment des prix de print and play. Le jeu était d'abord en print and play, donc un jeu gratuit que l'on a à imprimer soi-même. Il est désormais un jeu de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour 20 à 40 minutes, donc des parties relativement courtes, où l'on va devoir apparemment, j'imagine, s'échapper du ventre d'une énorme bête mécanique, d'un énorme robot. On a apparemment différentes langues disponibles. On ira voir ça ensemble. Alors bon, là, c'est un jeu de puzzle, de placement de tuiles. Visiblement, il va falloir se déplacer à travers l'estomac de cette bête mécanique, j'imagine, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trop recherché. Par contre, je ne l'ai pas dit, hein, mais on est déjà sur un beau succès, hein, 913 contributeurs pour Sideroom Games, qui n'est pas à son coup d'essai, hein. Sideroom Games a fait très récemment une version multilingue pour Maki, que j'ai backé d'ailleurs. Ce petit jeu solo, lui aussi print and play d'abord, avant de devenir un jeu à part entière. C'est également eux qui sont à l'origine de Black Sonata. Là encore, print and play, hein, de toute façon, vous l'aurez compris, c'est une compagnie qui, à l'origine, fait beaucoup de jeux
qui étaient précédemment des jeux en print and play et qu'ils développent donc en jeu physique. Donc Fallen Angels qui a aussi été très 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 atypique. Orca par contre je connais pas, j'y ai pas encore joué. Elements of the God, connais pas non plus. 525 contributeurs, ils n'avaient pas fait un gros score. Maki avait fait un super score, hein, 6500. Et Mechanical Beast, sans aller taper les 6500, je pense qu'il y a moyen de faire un très joli score, peut-être à 2000, 2500 si ça continue de la sorte. Alors vous aurez donc le français disponible, là on l'a vu ici. Donc 72 tuiles, on imagine une certaine rejouabilité selon le placement, hein, bien sûr, les mini meeples. Donc il va s'agir bien évidemment de, comme vous le voyez ici, de déplacement de tuiles et de dévoilement de tuiles, un peu à la Subterra dans ce concept-là, même si j'imagine que c'est à peu près la seule comparaison qu'on peut faire avec Subterra. Quoique vous aurez des tuiles et des résultats selon les tuiles que vous dévoilerez, j'imagine. Les tuiles seront amenées à pivoter visiblement, donc ça aussi, point très intéressant. Des pièces qui vont changer d'organisation au fur et à mesure de la partie. J'ai l'impression que c'est un escape game un peu à la manière d'un Subterra finalement. Peut-être qu'il y a plus de points communs que je ne l'imaginais à la base. Il faudra fouiller un petit peu peut-être pour la semaine prochaine. Le prix, comme souvent chez Side Room Games, est plutôt, comment dirais-je, user-friendly, plutôt abordable. 24 $ pour une copie du jeu, 40 pour avoir une copie du jeu plus votre nom à l'intérieur de la boîte. Bon, pour 16 $, ça fait cher le nom dans la boîte, mais c'est toujours un petit bonus sympatoche. C'est une manière d'aider encore un petit peu plus la boîte qui le produit, donc pourquoi pas. On a quelques upgrades de matériel visiblement via les stretch goals déjà. On aura un insert à 30 000 $, ça devrait être atteint d'ici peu. Comme souvent avec Sideroom Games, les frais de port sont aussi relativement abordables. 7 € pour l'Europe, 9 $ pour le Canada, pour le Japon 9 aussi. Donc non, c'est pas spécialement cher. C'est une compagnie que j'aime bien très honnêtement. Parce que souvent, ils vont aller chercher des jeux qui sont déjà populaires dans leur format print and play pour en faire un format physique généralement assez peu onéreux avec des frais de port plutôt sympas aussi. Donc, je me pencherai un petit peu plus sur Mechanical Beast la semaine prochaine, mais vous pourrez d'ores et déjà vous pencher dessus vous-même. Le jeu fait déjà un joli petit succès. Bon, la DA n'est pas fantastique, mais au-delà de ça, il y a l'air d'avoir quand même matière à réflexion pour un jeu qui a déjà eu des prix en plus. Ensuite, Adventure Tactics avec l'extension Adventures in Alchemy. Alors, ouais, j'ai trop mélangé les nouveaux projets et les anciens. Le voici, le voilà. Déjà 1085 contributeurs à 3 semaines de la fin de la campagne. Pourquoi parle le jeu? Pourquoi je parle aussi lentement? Donc, on est sur une extension de Adventure Tactics qui lui aussi avait des super retours. Preuve en est de la 19e position du top 100 de Tom Vasel, qui est donc l'entité, s'il en est, sur le YouTube Game jeu de société anglophone. C'est le fondateur de la chaîne The Dice Tower, qui est l'une des plus influentes euh, dans le jeu de société depuis déjà une dizaine d'années, je crois. Et donc, le fondateur de la chaîne qui le place en 19e position de son top 100 de tous les temps, bah, chaque opinion est subjective, bien entendu, mais ça laisse penser quand même que c'est un jeu de qualité. Jeu de 1 à 5 joueurs, donc un mode solo bien évidemment, de 40 à 60 minutes par scénario, puisqu'il s'agira ici dans ce monde de fantasy, comme vous pouvez le voir selon la direction artistique, d'aller terrasser, d'aller prendre le pouvoir, ou plutôt destituer la reine de son pouvoir. Et donc ici, l'extension Adventures in Alchemy qui vient apporter un petit peu de rejouabilité. On est donc sur une campagne coop, attention, avec des choix multiples pour plus de rejouabilité, du mouvement sur des grilles, comme on a vu un petit peu plus tôt. Voilà, ici, un mouvement de grille pour les combats, des jets de dés, un petit côté dungeon crawler tout assumé aussi, bien entendu. 8.4 sur BGG, ça aussi, ça donne envie quand même. L'ADA est très jolie. Après, c'est pas mon type d'univers, mais malgré tout, l'ADA est plutôt qualitative également. Donc voilà, on aura choix de voie. On va choisir sa voie, son chemin
à travers plusieurs choix potentiels qui vont influencer bien sûr la suite de l'aventure. On va combattre des ennemis, on va faire du leveling, hein, donc on va gagner des niveaux pour améliorer notre personnage avec 20 classes déjà disponibles. On va acquérir de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure. Vous pourrez, par le biais de cette campagne, bien entendu, acquérir le jeu de base, à savoir donc Adventure Tactics Domian's Tower. J'imagine que Domian est le nom de la reine, peut-être. Donc, extension plus jeu de base, 125 $. Alors, vous aurez aussi, encore une fois, une multitude de très jolies miniatures pour accompagner le jeu. Les petits plateaux de joueurs, une masse de cartes, des tokens en voulez-vous, voilà, des standees, là encore, innombrables. Et en plus de ça, je crois que tous ces standees, vous avez en add-on la possibilité de les transformer en miniatures, mais alors là, par contre, il va falloir sortir les bifetons. Voilà. Adventures in Alchemy vient vous fournir 2 nouveaux personnages, en miniature bien entendu, le player board qui va avec, toutes les cartes qui viennent s'ajouter au jeu de base, une tuile énorme de cyclones, des side quests, donc des quêtes annexes, 2 guides de quêtes annexes supplémentaires. Ensuite, voilà, c'est ça dont je parlais. Le jeu de base, l'extension, le Hero Pack, le Enemy Pack 1 et 2, pour là avoir à la place des standees tous les ennemis en miniature. Mais là, bon, vous en aurez pour 2 fois le prix, hein, 250 $. Faut pas avoir des trous dans les poches. Avec une jolie petite boîte et l'insert Game Trace qui va bien évidemment. Exclusif AKS, hein, bien sûr, hein, ça vend un peu plus le produit, c'est logique. Donc voilà, pour un jeu qui est visiblement très très populaire auprès des gens qui l'ont en leur possession, très très belle réception de la communauté qui a pu y jouer, ce qui n'est pas mon cas, mais j'aimerais bien essayer, c'est quand même très très tentant, même si l'univers ne m'attire pas outre mesure personnellement. Les frais de port, tout dépend de la masse du pledge que vous prenez, l'extension, le jeu de base plus les extensions, plus les miniatures ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas trop onéreux vu la quantité de matériel. Si vous prenez un all-in par exemple, avec toutes les miniatures, etc., vous en tirerez pour 40 €, ce qui est déjà énorme, mais vu le prix du pledge en lui-même, c'est pas fou. Et en plus, apparemment, si j'ai bien compris, c'est pas très clair. Les frais de port seront réduits de 15 $ ou 10 selon votre pledge à la fin, donc une sorte de petit cadeau comme ça, ce qui est plutôt sympa. Oui, c'est bien ça, hein, 40 moins 15, donc 25, 25 moins 10, donc 15. Donc ils ont l'air de faire un petit effort sur les frais de port. Alors est-ce que c'est un véritable effort ou est-ce que c'est dissimulé en augmentant un petit peu le prix du produit en tant que lui-même pour faire une impression de geste vers les consommateurs? Bon, je ne sais pas très bien, mais ça donne une bonne impression en tout cas de la compagnie. On a une version chinoise, une version espagnole, mais visiblement pas encore de version française, ce qui est assez dommage. Peut-être que ça viendra dans les mois ou années à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, un joli petit projet qui, pour l'instant, mine de rien, pour une extension, fait pas un énorme score, en tout cas au vu des résultats, des notes qu'il a pu obtenir jusqu'à maintenant. Ensuite, autre gros projet de la semaine, de nouveaux projets bien entendu, Fall of the Mountain King, qui fait suite à Hall of the Mountain King, ou plutôt qui fait suite, c'est plutôt que c'est une préquelle en fait. The Hall of the Mountain King, c'était donc découvrir les ruines du château, enfin de la montagne du roi. Là, on va se concentrer sur la chute justement du roi de la montagne. Donc c'est une préquelle de 1 à 5 joueurs avec un très beau matériel, hein, de Burnt Island Games qui nous a déjà servi des projets assez sympas, dont In the Hall of the Mountain King, mais également Endeavor, et aussi plus récemment Into Deep, qui avait fait une jolie campagne à 2830 après l'avoir annulé une première fois. Donc Fall of the Mountain King est déjà très bien parti, hein, 1919 contributeurs avec encore 20 jours devant lui. Alors, de quel type de jeu que ça s'agit? Allez-vous me demander dans un français tout à fait poétique. Eh bien, c'est un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, 30 minutes par joueur, même si c'est pas toujours très parlant comme façon de présenter la durée d'un jeu, avec une version française, mais oui,
Alors, je regarde juste rules and text bearing components will be available for digital download before games are shipped. D'accord, donc ce sera disponible en VF en version digitale. Donc, vous pourrez jouer au jeu via des aides de jeux qui seront, elles, en VF, mais le matériel, visiblement, ne le sera pas. Ce sera quand même en anglais, apparemment. À confirmer, mais apparemment, c'est ça. Alors donc, Fall of the Mountain King, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Donc, vous allez bien sûr choisir une faction. Si je me souviens bien, vous avez un petit peu de puzzle. Vous allez poser des tuiles qui vont former un puzzle, qui vont vous permettre d'évoluer, de faire évoluer vos personnages et vos capacités. Du combat avec des factions ennemies. On va essayer de terrasser des champions adverses, bien entendu. On a un très très beau matériel, bien évidemment. Alors, j'ai pas encore parlé des mécaniques. On est sur du draft, du contrôle de territoire avec miniatures, en voulez-vous. Voilà. Mais par contre là, beaucoup de miniatures, mais tous sur le même modèle. Donc, le moule leur a pas coûté trop cher normalement. Il y a que 3 ou 4 types de miniatures, je crois, au total. Donc, draft, contrôle de territoire, placement de tuiles, avec ce petit côté puzzle, brûle neurones, comme on dit chez nous. Pelleté de mini, on l'a déjà vu, hein, mais avec seulement 3-4 modèles, donc bon, normalement, ça devrait pas être trop cher théoriquement. On a bien entendu les game trays qui sont fournis pour la version KS exclusive. C'est un petit peu cher. Bon, le matériel est très joli, certes, mais bon, 95 $. Alors oui, c'est cher, mais non. J'ai dit 95 $, c'est cher, oui, mais c'est des dollars canadiens. Donc en dollars États-Unis, dollars américains, donc 79 $, c'est un petit peu plus abordable, mais ça reste un petit peu cher. 190 si vous voulez également le jeu qui l'a précédé, donc In the Hall of the Mountain King. C'est l'occasion de mettre la main sur les deux d'un seul coup. Le jeu a plutôt une belle cote de popularité. Il a un solo, mais malheureusement en add-on. Il est ici, un Cursed Mountain, qui est le solo pour le premier jeu, hein, pour In the Hall of the Mountain King. Donc ne le prenez pas en add-on si c'est juste pour prendre le deuxième jeu. Hein. Attention. Donc bon, un solo en add-on, c'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, les stretch goals ont déjà débloqué un peu plus de matos, de nouvelles cartes, des barrels. Taru en japonais, barrels en anglais. C'est pas un fût en français, mais une barrique. Non, c'est pas une barrique non plus. Oh. Un tonneau. Oh, la réminiscence subite. Un tonneau. Qui seront aussi exclusifs au KS. Pourquoi j'ai passé autant de temps sur quelque chose d'aussi petit? Allez savoir. Donc voilà, ça a l'air d'être un jeu qui a déjà fait ses preuves dans les mécaniques, qui reprend un petit peu en partie celle du jeu précédent, qui avait fait ses preuves, qui avait vraiment trouvé son public. Je pense que le risque est vraiment faible. On a des très très bons retours également. Board Game Co qui lui met un 5 sur 5, ce qui est assez rare de sa part, contrairement à certains autres. Quackalope a aussi fait un très joli commentaire, je crois. Ouais, en parlant d'innovation. Oui, qui va aller construire un petit peu son image sur ce qu'avait légué l'édition précédente, enfin pas l'édition, mais le jeu précédent, l'univers du jeu précédent, avec un jeu de contrôle de territoire et des actions un choix d'actions assez innovant, avec un peu brûle neurone, j'imagine qu'il parle ici, du côté un peu puzzle de placement de tuiles. Donc bref, que des retours très très positifs, ma foi, pour ce jeu. Juste les frais de port rapidement, si vous prenez un des deux jeux uniquement pour la France et la Belgique, ce sera 16 $ canadiens, donc 13 $ américains. Le Canada sera 22, donc un petit peu plus cher. Si vous prenez les deux, ce sera 21 ou 30. Toujours en dollars canadiens, donc attention, regardez le prix plutôt qui est en dessous, 17 et 25 pour les dollars américains. Pour nous, juste par curiosité, Japon, 32 ou 52 $, ouais, c'est un petit peu plus cher par contre. Bon, je comptais pas me jeter dessus de toute façon. Le jeu a l'air très sympa, mais c'est partie de ces jeux que j'aimerais bien tenter, mais sur lesquels je ne sauterai pas non plus à pieds joints. Fighters of the Pacific, on avait déjà parlé un petit peu de ce jeu la semaine dernière. Là aussi, c'était le dernier jeu qu'on avait vu la semaine dernière. Ils étaient à 545, ils sont déjà à 712 contributeurs pour ce jeu un petit peu de niche, hein, puisqu'il s'agit de wargame. Les wargames attirent pas forcément les mêmes personnes que les jeux de plateau de base. C'est assez particulier le wargame. C'est vrai que j'ai jamais essayé, je suis pas contre le fait d'essayer, mais
comment dirais-je, à brûle pour point, j'utilise des expressions qui n'existent plus. C'est pas des types de jeux qui m'intéressent outre mesure. J'aimerais bien essayer un jour par curiosité, mais bon, voilà. On en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, hein, donc mouvement de grille, bien sûr combat dans le Pacifique entre les Japonais et les Américains sur fond de Seconde Guerre mondiale. Je trouve toujours ça assez aride visuellement, les jeux de Wargame. Mais bon, après tout, si vous aimez ça, c'est déjà le deuxième projet de Capsicum Games. Je crois que c'est leur projet Wargame, leur premier projet Wargame. Désolé pour la fatigue qui transparaît visiblement dans la façon de parler aujourd'hui, hein. Fleet Commander, je ne sais pas si c'était un Wargame également. En tout cas, c'était du sci-fi, du science-fiction. Je ne sais pas. En tout cas, le jeu a l'air de trouver son public, visiblement. Tant mieux pour eux. Nouveau jeu, Defeat Odin System, également appelé DOS, qui avait déjà fait l'objet d'une campagne par le passé de nos amis italiens. Deux campagnes, deux fois annulées. Voilà qui ne laisse pas présager de la réussite de cette troisième tentative. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici. Un début très 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 poussif, malgré la présence de langues allemande, espagnole, française également, mais ça attire pas les foules pour autant. Alors pourquoi? La question se pose. Euh, le temps de retrouver les notes. Alors, jeu de 1 à 5 joueurs, 40 minutes, 14 ans et plus. Ce sont en fait ici des hackers qui vont essayer de s'affronter pour conserver leur anonymat sur le net. Bon, type côté cyberpunk un petit peu, très très virtuel. On voit les couleurs très cyberpunk là également. Il s'agit d'un jeu de majorité, de gestion de ressources avec ces petits cubes que vous voyez ici, de déplacement des dites ressources sur d'autres cartes. Ça n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre jeu en soi. Pourquoi du coup ce résultat aussi faible? Et c'est déjà deux échecs derrière d'ailleurs. Peut-être parce que déjà le pledge deluxe est ridiculement cher, je crois, si je me souviens bien. Ouais, voilà. 180 € pour le jeu de base, plus des fonds d'écran de smartphone, OSEF, plus des fonds d'écran de PC, OSEF, plus 4 personnages. Subnet characters, PDF transparent background. PDF transparent. Ouais, je ne sais même pas très bien ce que c'est, mais j'ai envie de dire OSEF. 4 posters signés par l'artiste, certes, mais bon, ils sont pas magnifiques. Donc, OSEF. Mais bon, c'est signé. Bon, voilà. Tout ça donc pour 180 €, alors que si vous voulez juste vous contenter du jeu de base, sans les petites illustrations, sans les fonds d'écran qui servent pas à grand chose, bah c'est 25 en fait. Donc rien ne justifie l'obtention de la version Deluxe. Est-ce que des gens ont pris la version Deluxe? Il faut vraiment être gros, gros, gros fan ou gens de la famille, je sais pas. Zéro. Bah ouais, normal en même temps. Bon, en même temps, vous me direz, il n'y a pas grand monde qui a pris la version de base non plus. Mais bon, c'est autre chose. Mais donc, je suis un peu surpris quand même par le manque de succès de ce jeu 3 fois d'affilée, parce que il n'avait pas l'air plus mauvais qu'un autre, ça n'a pas l'air non plus de casser 3 pattes à un canard, bien loin de là, mais de là à se foirer 3 fois, c'est pas plus laid qu'un autre non plus, c'est pas très joli, mais c'est pas très moche. Je sais pas. Ah si, les frais de port aussi. Les frais de port sont chers, c'est vrai. Peut-être que c'est une explication supplémentaire. Les frais de port, me semble-t-il, étaient pas donnés. Ah oui, donc en plus, les versions anglaises, françaises, etc., sont pas de fait acquises. Il faut peut-être les acquérir au fur et à mesure du nombre de backers, j'imagine. Frais de port. Alors en Italie, ici, c'est donné, enfin, c'est pas cher, tout du moins. Belgique, tiens, c'est moi, c'est écrit Belfium plutôt que Belgium. Bref. France, 14 €. Voilà, 14 € pour un jeu qui coûte 25 de base. C'est quand même la moitié du prix. Bon, remarque, c'est pas spécialement très rare, mais c'est pas donné, quoi. Par contre, bon, ce sera théoriquement. Ah, oh, encore une petite oubli de mots très 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 simples du vocabulaire français. La livraison devrait se faire pour décembre 2021. Décembre qui s'écrit DIC. Ils ont mis plein de petites coquilles dans leur campagne. C'est un petit manque de professionnalisme quelque part qui se cache dans cette campagne.
Bref, un jeu qui va visiblement pas se financer pour sa troisième tentative. Il y a un moment, si ça marche pas 3 fois, peut-être arrêter ou revenir après un sacré boulot dessus pour pouvoir espérer faire mieux. Fjordar, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Ils ont acquis le petit tampon de Kickstarter de Project We Love. Donc, petite tape dans le dos pour pousser un peu le projet. Malgré tout, Fjordar décolle pas. Je l'avais vu la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps de prendre des notes dessus. Et du coup, j'ai pas de quoi comparer. Mais ils n'ont pas fait une évolution en termes de contributeurs vraiment significative, hein. On reste sur des chiffres assez faibles. Je me souviens que la barre était plus proche des 25% que des 50 actuellement. Enfin, c'est pas tout à fait 50, mais on n'est pas très loin. Ça monte petit à petit. Mais croyez-moi, c'est un jeu qui a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air très très prometteur. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis un objectif de financement assez élevé, 8 millions de yens, ouais, plus ou moins 75 000 euros. Donc assez élevé pour un premier projet. Et du coup, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mettre un objectif très très élevé, c'est à double tranchant. Parce que si ça monte pas assez rapidement, comment dirait-on, le momentum, euh, comment dire, il n'y a pas d'élan en fait. On sait bien que les premiers jours et les derniers jours, mais les premiers jours d'abord, sont super importants pour lancer une campagne, pour créer un momentum, donc un élan positif pour la campagne et pour attirer les contributeurs. Et là, on a l'impression que la campagne est déjà un petit peu essoufflée alors qu'elle vient de commencer depuis une semaine à peine. Mais le projet est hyper prometteur. Vous allez donc vous placer dans la Norvège durant la guerre civile au XIIe siècle, suite à la mort du roi Sigurd Jorsalfar. Et c'est un jeu qui se déroule sur plus de 110 ans pour essayer de poser son cul sur le trône de Norvège. Alors, on a plein de petites mécaniques qui viennent s'imbriquer les unes aux autres et qui ont l'air vraiment très très sympatoches. Alors, vous allez ici donc créer votre propre paysage, hein, donc les fjords norvégiens. On va placer des tuiles différemment selon les parties qui vont créer des paysages différents. Et donc, de ce point de vue-là, avoir des tuiles et des plateaux modulaires, eh ben, ça va rajouter une certaine dose de rejouabilité. Vous allez choisir votre leader, vous allez vous frayer un chemin, donc il y a déplacement d'unités et de petits cubes, je ne sais pas trop encore, control cubes, donc pour marquer votre contrôle du territoire. Vous allez également avoir des combats avec vos adversaires. Vous allez ensuite avoir un aspect de héritage, pas dans le sens legacy, hein, c'est un jeu qui est rejouable à volonté, mais vous aurez des héritiers que vous serez amenés à placer sur des trônes ou à marier avec d'autres personnages potentiellement déjà puissants pour euh, faire prospérer votre lignée, si je puis dire. Bref, il y a tout un tas de petites mécaniques vraiment très très sympas. Et c'est dommage que ce projet trouve pas un élan plus conséquent. Alors c'est vrai, c'est un projet un petit peu cher, 78 euros. Le matos, tout en étant très agréable en termes de direction artistique, le matos en lui-même n'est pas fou. Donc on aurait pu espérer un prix un petit peu plus sympa, 65, 60 euros peut-être. Après, qui suis-je pour aller décider de combien coûte tel ou tel projet? Bon, c'est juste une impression, bien évidemment. Bref, le jeu a l'air vraiment très prometteur, très sympa. Il a un petit peu de mal à démarrer. Les règles sont disponibles en français, donc vraiment, si le jeu vous intéresse, si vous êtes aussi enthousiasmé que moi, sautez dessus. Moi, je pense pas y aller parce que bah, la raison principale, c'est qu'il y a trop de projets en ce moment et qu'on peut pas tout baquer très simplement. J'ai pas non plus un appartement extensible. Euh, on a des projets à droite à gauche qui font qu'on peut pas non plus se permettre de tout obtenir. Il faut savoir aussi se serrer un petit peu la ceinture, savoir se retenir parce que certains jeux non plus ne seront pas joués. J'ai pas une pile de la 11 si grosse que ça, hein. Je vais avoir 5-6 jeux que j'ai pas encore joués. Ils sont arrivés récemment, qui plus est. Mais en fait, j'aimerais bien y jouer. J'aimerais bien le tester, notamment. Je sais qu'il est disponible, je crois, sur TTS, si je ne m'abuse. Il me semble l'avoir vu. Ouais, Tabletop Simulator. Je sais pas si j'aurai le temps. J'ai une grosse semaine à venir. Je pense pas que j'aurai le temps de le tester, mais j'aimerais vraiment essayer. Le jeu a l'air vraiment, vraiment très, très sympa. Et c'est dommage qu'il soit pas plus mis en avant. Ouais. Alors, le shipping, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Il n'est pas non plus trop cher. 18 euros pour un jeu qui coûte 78-19 euros de base. C'est pas spécialement très très cher. Le Canada, 22, c'est un petit peu plus, mais ça reste abordable.
Même chez nous, ah non, chez nous, c'est pas la Chine, c'est 17, mais chez nous 36 par contre. Une raison de plus pour pas baquer. Mais bref, penchez-vous un peu plus sur le sujet. Le jeu a l'air vraiment très très sympa. Ouais. Ça paraît étrange de vous l'entendre, enfin d'entendre ça de ma bouche, moi qui ne vais pas le baquer a priori, mais je pense que c'est un projet qui mériterait plus d'attention. Starframe, je vais passer très très rapidement dessus parce qu'il ne m'intéresse pas et parce que je ne me suis pas penché suffisamment dessus. 109 contributeurs à 25 jours, on aura le temps de passer un peu plus en détail dessus. Il s'agit d'aller collecter, voler parfois aussi de l'hypermatière pour construire un vaisseau plus conséquent et s'échapper via un trou noir. C'est un jeu qui est de 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 75 minutes. La DA est pas folichon quand même, enfin pas folichonne non, au féminin. Bon, ça m'attire pas outre mesure, je pense que je vais passer très très rapidement dessus. 36 € le jeu de base, bon, c'est pas spécialement très très cher. Les frais de port peut-être rapidement. 15 pour le Canada, l'Europe 18. Bon, ça m'attire pas outre mesure, désolé, je pense que ça transparaît vachement dans ma façon de le présenter. Petit projet ensuite, petit projet ensuite qui s'appelle Cutthroat Cove, la baie des coupes-gorges. Un jeu d'ambiance, comme vous pouvez l'imaginer, sur le thème des pirates. Vous allez avoir deux decks, un deck d'événements et un deck de trésors. On va devoir les épuiser tous les deux et à la fin, c'est la personne qui aura le plus de trésors, bien entendu, qui l'emportera, si je me souviens bien. Ouais, donc des pirates qui cherchent à s'emparer de trésors des autres. Mais attention, par contre, au coup de... Euh, par contre, il me semble qu'il y avait un twist, qu'il ne fallait pas avoir tous les trésors non plus, parce qu'il y a un moment où une sorte de malédiction entre en jeu. Alors oui, pour 5 à 8 joueurs, il faudra 2 paquets, par contre, attention. Je crois qu'il ne fallait pas tous les trésors, mais bon, il en faut plus que les autres, mais pas tous. Beaucoup de changements de main à travers les différents événements qui vont venir influer la partie. Ça a l'air marrant. Je ne backerai pas parce que, encore une fois, les jeux d'ambiance, c'est pas trop ma cam. Mais bon, si vous aimez les pirates et les jeux d'ambiance et que vous parlez anglais, allez-y. War Room, je pense que je me pencherai un peu plus dessus la semaine prochaine, ce qui mérite un peu plus de temps que ce que je suis disposé à lui offrir aujourd'hui. Jeu sur la Deuxième Guerre mondiale pour 2 à 6 joueurs en équipe. C'est déjà la deuxième édition du jeu, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ils sont déjà 1000 contributeurs. Il reste presque un mois. Je prendrai bien plus de temps la semaine prochaine pour vous en parler. En tout cas, c'est cher, hein, sachez-le. Il est à 137 $ pour l'instant, mais il sera à 200 après la campagne. On est sur du gros jeu avec une map monde, avec beaucoup de matos posé dessus visiblement, où j'ai bien l'impression que chacun incarnera une nation prenant part au conflit. Beaucoup d'interactions entre les joueurs, facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Historiquement riche apparemment, très peu de temps d'attente entre les tours, parfois de la planification en simultané, donc ce qui explique le peu de temps d'attente entre chaque tour. Jeu non répétitif. On regardera un petit peu plus en détail peut-être la semaine prochaine, à moins que pas beaucoup plus enfin, pas beaucoup plus d'informations peut-être. Si, quand même pas mal. Si, pas mal. Par contre, attention, ça a l'air bien long. Global War, 6 à 12 heures. Si on se limite à l'Europe, 4 à 7 heures, ça reste quand même des gros jeux bien lourds. On peut moduler pas mal, visiblement. En Pacifique, 3 à 5 heures, avec des nations différentes, bien évidemment. Le front de l'Est, donc Russie, Allemagne, 1 heure. D'accord, il y a quand même pas mal de façons de réduire le temps de jeu. Et donc en fait, il y a une sorte de puzzle de map monde qu'on va constituer pour aller moduler un petit peu le temps de jeu, visiblement. D'accord. Ça, c'est un concept vraiment très sympa, qui explique le succès suffisant pour faire une deuxième édition d'ailleurs, hein, ceci dit. Est-ce que c'est déjà eux qui avaient fait la première édition du jeu? Oui, bien entendu. D'accord. Qui avait fait déjà 1700 à l'époque. Ils ont déjà dépassé ça, non? 1700? Non, un peu moins. 1100, je crois, maintenant. Ouais, 1100, c'est ça. D'accord. Donc ça a l'air quand même très sympa. Je me pencherai un peu plus en détail dessus la semaine prochaine, parce que ça a l'air quand même d'être un gros jeu qui pique, mais qui a l'air très sympa. Ensuite, Daimyo Senso, la guerre des daimyo, donc en japonais. Senso, la guerre. Daimyo, qui étaient des seigneurs de guerre. Pour 1 à 8 joueurs. Bon, je vous avoue que celui-là, je l'ai mis juste parce que ça parle du Japon
à l'époque du XVIe siècle, donc la guerre, pas civile, mais la guerre pour essayer d'unifier le Japon au XVIe siècle. Un jeu de 2 heures pour 1 à 8, c'est quand même beaucoup. Ça aussi, je me pencherai plus dessus la semaine prochaine parce qu'il reste 27 jours de toute façon et pour l'instant, c'est pas parti pour être financé. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je finis sur un dernier gros projet qui est The Binding of Isaac, Four Souls Requiem, qui est une extension massive apparemment de Binding of Isaac Four Souls, qui avait déjà fait l'objet d'une campagne il y a de ça... Ah, j'ai pas la date. J'ai pas tenu la note. C'était il y a combien de temps ça? Toc, on descend un petit peu. 2018. Donc de ça 3 ans du coup. Il y a de ça 3 ans, ils avaient fait une première campagne qui avait quand même pas mal démonté, je crois, hein, 38 000 contributeurs, pour la simple et bonne raison que The Binding of Isaac, avant d'être un jeu de plateau, c'est un jeu vidéo, là encore en 8 bits ou 16 bits. Et en fait, c'est pas moi qui devrais vous le présenter, c'est Xavier, parce que Xavier est fan du jeu vidéo sur lequel il a passé des centaines, si ce n'est peut-être des milliers d'heures, je ne sais pas. Donc gros fan du jeu, il avait déjà le jeu de base et je pense qu'il va faire pas un all-in, mais il va prendre l'extension, peut-être avec la valise qui va avec, je crois. Bon, pour vous résumer, le jeu PC est un jeu complètement pété, avec des pouvoirs dans tous les sens, des combinaisons de pouvoirs pour votre personnage, euh, qui va souffrir tout au long de son aventure face à des monstres très étranges, issus de son subconscient, si je me souviens bien. Euh, et en fait, ça retranscrit très très bien ça dans le jeu de plateau, hein. J'ai pu y jouer avec Xavier. Le jeu est pété en fait, mais c'est assumé. Vous allez avoir des combinaisons de pouvoirs qui vont parfois vous rendre 10 fois plus puissant que vos adversaires qui n'ont aucune chance, mais ça retranscrit pas mal le côté un peu pété dans l'atmosphère du jeu vidéo. Il y aura de la gestion de main, il y aura c'est même pas vraiment du draft, mais il y aura un marché dans lequel vous pourrez acquérir des nouvelles cartes pour faire du deck building, du combat face aux monstres. Vous pourrez aussi un peu faire du take that face à vos adversaires. Ça reprend bien évidemment la direction artistique du jeu de base, un très très glauque, malgré le côté 16 bits, 8 bits, je ne sais trop. Vous aurez l'opportunité de prendre le jeu de base, bien entendu. Donc Requiem, donc l'extension sera à 35$, mais c'est une grosse extension. Le jeu de base pour 40. Vous pourrez avoir The Big Boy Box pour le jeu de base, enfin pour y inclure le jeu de base ainsi que son extension. La Full Collection qui inclura donc le jeu de base avec l'extension et donc la valise pour inclure tout le matos dedans. Et ensuite, vous avez des niveaux de pledge énormes derrière. Vous aurez une figurine de Isaac, donc le petit héros, le petit garçon héros du jeu, toujours en train de chialer. Vous aurez la Goldbox Expansion Cards. Vous avez ensuite une signature print pour avoir, j'imagine, un artwork en plus. Bref, il y aura des niveaux de pledge très très conséquents. Le Shitty Sign Tier qui là vous coûtera 300$. Il faut être vraiment très très gros fan. Il y a même un peu plus cher encore. Si je me souviens bien, il y a un gros. Voilà, c'est ça. Everything but the sketch. 800$ pour les énormes fans, pour les gros aficionados du jeu. Avec, bon, j'ai l'impression, plusieurs miniatures de différents personnages présents dans le jeu vidéo. L'autre jeu produit par la compagnie. Des t-shirts à l'effigie de Isaac, des peluches, des bonnets, des casquettes. Et accessoirement le jeu. Voilà, donc pour 800$. Bref, tout ça avec quand même 750 cartes, même un peu plus. Vous avez de quoi vous faire bien plaisir si vous êtes fan de l'univers et du jeu vidéo. Voilà pour The Binding of Isaac, pour lequel il reste 27 jours et ils en sont déjà à 31 700 contributeurs. Donc il y a des chances qu'ils dépassent leur score de la campagne précédente, j'ai l'impression. Voilà. Je crois que j'ai fait plus ou moins la même durée que d'habitude, hein. Mais bon, ma femme m'a pas encore appelé, donc c'est qu'on est bon. Mais je dois y aller maintenant. Donc je vous laisse. Voilà. Je vous laisse sur que cette... Ouf, je parle très mal là, à cette heure-là. Sachez il est déjà 20h et que j'ai pas encore déjeuné, j'ai pas dîné non plus, donc je suis un peu claqué et je bosse demain. Donc je vous laisse sur ces belles paroles.
N'oubliez pas de backer les jeux qui vous plaisent, mais ne backez pas trop non plus. Il faut savoir jouer aux jeux qu'on a déjà aussi. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous demande pas de liker, mais du coup, en ne vous le demandant pas, je vous le demande inconsciemment. Non, pas inconsciemment, indirectement. De vous abonner, etc. Faites péter les 150 ou les 200 vues cette fois-ci, si possible. N'hésitez pas d'utiliser le chapitrage pour sauter les passages qui ne vous intéressent pas, bien évidemment. On ne peut pas s'intéresser à toutes les campagnes, sauf si on est taré, sauf si on veut essayer de partager un petit peu les informations à tout le monde, ce qui est mon cas à travers ces menus crowdfunding. Sur ce, je vous laisse. À plus les gens, merci d'avoir regardé et à la prochaine.